Merci de nous rejoindre pour la seconde partie d'Europe District, toujours à Istanbul, devant la fameuse mosquée bleue. Et nous allons continuer à nous interroger sur les différentes facettes de cette identité turque problématique. Nous irons pour cela en direction de Bruxelles et de la Belgique, où réside une importante communauté turque qui s'interroge sur son avenir européen. Nous irons aussi à la rencontre des Alevis, qui incarnent l'autre islam de Turquie, des millions de personnes qui souhaitent préserver leurs droits et également leurs spécificités. Mais tout de suite, direction la frontière syrienne. La Turquie subit en ce moment un véritable choc migratoire. 120 000 personnes ont fui à travers la frontière le régime de Bachar el-Assad et s'entassent désormais dans des camps de fortune. La situation est particulièrement périlleuse à l'approche de l'hiver. Une délégation de l'Union européenne leur a rendu visite pour savoir si elle pouvait apporter son aide. Reportage signé Asia Chiab. Cela fait maintenant 18 mois que la Turquie héberge sur son sol des réfugiés syriens. Ils sont dorénavant 120 000, 2 fois plus qu'au mois de juillet. Ils ont tout laissé derrière eux pour vivre sous des tentes, sans confort, mais avec au moins un sentiment de sécurité. Ce jour-là, une parlementaire européenne est en visite dans l'un des 14 camps installés dans le sud de la Turquie. L'occasion pour le ministre turc de la Justice de montrer les efforts déployés par les autorités d'Ankara. Il nous aide beaucoup. Il nous offre toutes les nécessités de la vie ici. Tous les biens. Nourriture, soins médicaux, éducation, l'État turc a dépensé près de 200 millions d'euros jusqu'à maintenant pour la prise en charge de ces réfugiés. Des efforts auxquels les Syriens sont sensibles, même s'ils regrettent que leurs enfants ne soient obligés de suivre le cursus scolaire turc. Les cours d'arabe sont presque inexistants. À l'approche de l'hiver, de fortes pluies ont commencé à s'abattre sur la région. Dans les camps les plus récents, les réfugiés vivent dans des préfabriqués, mais dans les camps de tentes comme celui-ci, l'hiver sera plus difficile à affronter et les frustrations sont amplifiées. Le gouvernement turc et M. Erdogan, je les respecte. Mais nous, on a un gouvernement corrompu et Bachar el-Assad est un âne. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec nos enfants, avec cette pluie? Regardez, il y a de l'eau dans la tente. La situation est catastrophique. On vit comme des sans-abri, on ne peut rien faire. Pourquoi la communauté internationale et le monde arabe sont silencieux? Il nous manque beaucoup de choses ici pour avoir une vie normale. Financièrement et logistiquement, le fardeau des réfugiés est de plus en plus lourd pour Ankara, qui souhaite davantage d'aide de la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier. La Turquie a déjà fait tout ce qui était en son pouvoir pour venir en aide à cette population. Mais de l'autre côté de la frontière, il y a encore de nombreux Syriens qui vivent une tragédie et qui voudraient venir vivre ici. L'Union européenne et les États de l'Union européenne, je crois, aident beaucoup. Alors, ils aident beaucoup, d'une part, pour de mauvaises raisons, parce qu'ils ne souhaitent pas avoir de réfugiés syriens chez eux. Et ça, je crois que c'est une question maintenant qu'il faut poser vraiment très ouvertement. Comment l'Union européenne et ses États membres sont capables de s'engager, comme l'a fait un peu l'Allemagne récemment, un petit peu la Suède, mais c'est tous les États, solidairement, qui devraient s'engager à accueillir des réfugiés de Syrie, Syriens et de Syrie sur leur sol. Pour l'heure, tous les camps en Turquie sont arrivés à saturation. Il faudra davantage de moyens si les violences se poursuivent de l'autre côté de la frontière. Selon certaines estimations, 400 000 Syriens pourraient trouver refuge en Turquie d'ici juin 2013. Dans un pays où le parti au pouvoir est proche de l'islam sunnite, les droits des autres minorités religieuses sont-ils parfaitement respectés? Nous allons tout de suite à la rencontre des Alevis, ces musulmans qui pratiquent un syncrétisme et des rites à base de musique, de danse et de beaucoup de tolérance. Ils s'inquiètent de l'enseignement dans les écoles d'un Coran très strict, mais aussi ils ne veulent pas être l'objet de discrimination journalière. On regarde ce reportage. Comme tous les jeudis soirs, les fidèles Alevis se retrouvent dans ce Chemevi de la banlieue d'Istanbul pour célébrer le Chem. Une cérémonie de 3 heures rythmée par de la musique et des danses pour rendre hommage à Allah, leur Dieu, Mohammed, le prophète, et Ali, sa sainteté. Cette branche de l'islam modéré représente la plus importante minorité religieuse du pays, plus de 10% de la population. Elle est pourtant très mal acceptée. On les accuse d'hérétisme parce qu'ils ne suivent pas les piliers de l'islam, comme les 5 prières par jour ou le jeûne du Ramadan.
Persécuté sous l'Empire ottoman, il reste victime de nombreuses discriminations. Notre État ne reconnaît pas nos sémévis comme des lieux de culte. Notre ministre l'a dit l'autre jour, celui qui veut prier peut aller à la mosquée. Ils veulent nous assimiler aux musulmans qui prient à la mosquée. Les mosquées ne sont pas une alternative pour nous. Les minorités religieuses se plaignent de discrimination. Aujourd'hui en Turquie, le budget alloué aux affaires religieuses représente plus de 3 milliards de dollars, l'un des plus gros portefeuilles de l'État. Pourtant, cette somme tout entière est dédiée à l'islam sunnite dominant pour la construction de mosquées ou la rémunération des imams. L'enseignement de la religion aux élèves pose également problème. Jusqu'à cette année-là, il n'y avait aucun mot, un seul mot, dans ces livres, qui expliquait ce que c'était la manière d'entendre, la manière d'interpréter les versets du Coran par les alévites. Donc l'islam correspondait au sunnisme. Nous nous rendons à la radio-télévision Alevi. Elle a été créée il y a plusieurs années pour faire connaître cette religion et cette culture. Cette jeune femme est sunnite. Elle présente le journal depuis plusieurs années. Avant d'entrer à Shem TV, elle avoue avoir eu beaucoup de préjugés sur cette croyance. Quand j'ai commencé ici, il y avait plein de choses que je ne savais pas. Je n'avais pas conscience de leurs problèmes en Turquie et j'ignorais quelles étaient leurs peurs aussi. C'est pourquoi c'est important d'avoir une radio. Les Alévis sont invisibles depuis des années, surtout en Turquie. Ils ont été tués, persécutés. On a besoin de faire entendre notre voix. C'est très important. La Turquie a déjà été condamnée en 2007 par la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination religieuse envers les Alévis. Du point de vue de Bruxelles, il n'y a pas de progrès démocratique possible sans respect du droit des minorités. Maintenant, nous prenons la direction de la Belgique où réside une communauté de 150 000 personnes d'origine turque. Ils sont parfois touchés par la discrimination, le chômage et n'ont pas toujours le sentiment de vivre le rêve européen. C'est ce que nous raconte notre correspondante Katialine Landabourou. Les Turcs veulent-ils encore adhérer à l'Union? La question était sur toutes les lèvres lors de la visite d'Ahmet Davutoglu à Bruxelles le 7 novembre dernier. Invité au Parlement européen, le ministre turc s'est voulu rassurant. Je suis sûr qu'un jour il y aura des députés turcs au Parlement européen. Nous ne savons pas quand, mais nous sommes sûrs que cela arrivera. Des propos qui tranchent avec ceux du Premier ministre turc, visiblement lassé des atermoiements côté européen. Le parti, l'AKP, a fait son congrès il y a environ un mois et l'Union européenne était la 63e priorité des 65 priorités. L'opinion publique a un désintérêt total de l'Union européenne, que ce soit la crise économique ou que ce soit les relations Union européenne-Turquie. Et pour savoir ce qu'en pensent les Turcs de Bruxelles, nous sommes allés dans le quartier de Saint-Josse où une grande majorité d'entre eux a élu domicile. Ici, le rêve européen fait bel et bien partie du passé. Je veux que la Turquie reste indépendante. Vous pensez la même chose? Oui, je pense oui. Je pense repartir avec mon mari parce que ici c'est vraiment insupportable. On ne nous accepte pas en Europe parce que nous sommes turcs et nous sommes musulmans. Parce que Turquie il est bien comme ça. Pourquoi il va entrer? Il y a quoi en Europe? Il y a quoi intéressant en Europe? L'avenir est en Turquie. Et les Européens, que pensent-ils de l'adhésion turque? Dans un autre quartier de Bruxelles, les réponses sont plus contrastées. C'est un apport de culture différent de la nôtre et ça permettrait d'apprendre à vivre ensemble. Pour moi, la Turquie n'est pas suffisamment laïque comme elle l'a été dans le temps. Je ne suis pas certain que ce soit à son avantage d'adhérer à l'Union européenne. Eh bien, moi, je trouverais ça dommage qu'elle vienne dans l'Europe parce que quand on voit comment vont les pays européens... De nombreux Turcs à Bruxelles rêvent d'un retour au pays, preuve que l'Europe en crise a aujourd'hui perdu beaucoup de son attrait. Et pour notre balade culturelle, nous avons choisi pour guide un homme qui connaît tous les secrets d'Istanbul puisqu'il anime une émission de télévision consacrée à cette ville. Levent Erden dirige aussi le groupe de publicité Havas Turquie et nous allons le rencontrer là-haut. Ici, Levent, on a une vue à 360 degrés sur le toit de la tour Odaculé, juste au-dessus de votre bureau. Istanbul, votre ville.
C'est une des plus belles vues de la ville, par ici, parce qu'on est assez haut sur une colline qui domine les trois eaux, comme on appelle en Turquie, l'entrée du Bosphore, l'entrée de la mer Marmara et de la Corne d'Or. Probablement, on est 15 millions, parce que chaque jour, il faut l'ajuster. Donc, c'est assez peuplé, mais assez jeune. C'est pas uniquement la ville, mais le pays est jeune. L'âge moyen de la Turquie est 28. Donc, ici, quelqu'un qui a 20 ans est jeune et qui a un peu plus que 40 est vieux. Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'esprit stambouliote? L'esprit d'Istanbul, c'est de mouvement. Ni la ville, ni les gens, ni le trafic d'ailleurs, il n'y a pas de relax. Ça bouge et il faut bouger. Mais 24 heures sur 24, vous avez des embouteillages à 2h, 3h du matin, partout. Pour moi, c'est comme une jeune fille de 17 ans. C'est-à-dire que oui, elle a une expérience qui descend de ses ancêtres, mais de l'autre côté, ça change tout le temps, mais toujours attractive. À cet âge-là, on est toujours attractive et qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Là, c'est votre lycée, hein? Oui, ça c'est mon lycée, c'est le lycée Galatasaray. J'ai passé quand même 8 ans de ma vie là-bas, de 10 à 18 ans. Et c'est là qu'on va? Exact. Vous gardez plutôt un bon souvenir de ces années Galatasaray? Oui, énormément. Même à l'époque, on avait tous des surnoms. Le mien était Mara, caverne, l'homme de caverne. Je n'étais pas comme ça beau. À l'époque, j'avais de la barbe jusqu'ici et les cheveux jusque-là. Et en fait, j'étais amoureux de cette fille. À l'âge de 13-14 ans, c'était la seule fille qu'on peut voir des poitrines dénudées. Levent, vous êtes entré en 1968 et d'ailleurs, c'est toute votre enfance qui ressurgit quand vous voyez ces lieux. C'est la famille, c'est la solidarité qui m'a amené jusqu'aujourd'hui et qui continue toujours aujourd'hui. On commence à 11 ans, mais ça se finit jamais. N'oublions pas que c'est un internat. Donc, jusqu'à 3h, 4h, il y a l'école. Mais de 4h jusqu'à minuit, il y a l'autre école, qu'on apprend d'autres choses. Galatasaray, ce lycée a été fondé en 1868. C'est Abdulaziz, le premier sultan qui a quitté l'Empire ottoman, qui est allé en France avec l'invitation de Napoléon III. Et il a vu que partout, il y avait des écoles qui fournissaient l'élite à l'État. Donc, juste en entrant, il a commencé à construire une école pour les mêmes raisons. Tout se passait en français, donc ça a commencé en français, d'une part. D'autre part, c'était la seule école qui acceptait des gens de plusieurs religions. C'est ce qu'on a dit sur le tableau. Qu'est-ce qu'on ne voit pas et qu'on devrait voir? Des plantes, des fleurs. La plupart des cours sont en français, surtout tout ce qui est sciences, c'est-à-dire que physique, mathématiques, chimie, etc. Levent, vous nous avez amenés au marché des épices égyptien au cœur d'Istanbul. Pourquoi égyptien? Égyptien parce qu'en fait, à l'époque, l'Égypte faisait partie de l'Empire ottoman et c'est la fin de la route de la soie. Donc, les produits arrivaient en Égypte, puis par la mer arrivaient à Istanbul pour être distribués en Turquie, dans l'Empire ottoman ou ailleurs. Alors, des produits comme des épices, précisément. Depuis toujours, ça a été utilisé dans la pharmaceutique, dans l'alimentaire et même dans la cosmétique personnelle. C'est plutôt folklorique et c'est de la nostalgie pour les Turcs et c'est l'attractivité pour les touristes parce que c'est la Turquie de leur rêve qui n'existe plus parce que c'est beaucoup plus moderne maintenant. Alors nous, on va aller goûter tout ça, mais un peu plus loin. Allez, ça se refroidit et jette. Levent, on a pris une petite porte reculée dans le marché des épices pour arriver jusqu'à votre restaurant préféré, l'un des plus vieux de la ville. Oui, c'est Pandeli. Pandeli, il était un des chefs du palais et après la République, on lui a donné la licence d'ouvrir un restaurant dans la Sainte du marché égyptien. Et là, d'ailleurs, nous avons devant nous un repas qui date du temps du sultan, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que cette nourriture, oui, bien entendu, on les fait toujours, mais sauf les recettes sont de l'époque. Par exemple, vous avez ici des haricots qu'on trouve partout, mais là, celui-ci est fait avec de l'huile de sésame. Dans les feuilles de vigne qui sont remplies du riz, vous avez de jus de grenade. Sur les artichauts, vous avez des petits pois, c'est les recettes du sultan. Et je crois qu'ils avaient 10 fois plus que ça.
Levent, pour terminer en beauté cette balade à travers Istanbul, vous nous avez emmené à la centrale. C'est quoi exactement? C'est le premier centrale électrique à Istanbul, construite en 1910, juste au bord de l'eau, parce qu'on avait besoin du charbon qui venait des côtes de la mer Noire. On a donné le terrain, y compris le central, pour faire l'université dedans, à condition de faire un musée d'électricité et musée d'art moderne. Et comme dehors, c'est des pelouses, c'est assez vert, c'est au bord de l'eau, surtout de mars jusqu'à septembre, tout le monde vient avec les enfants, visite les musées. Levent, vous enseignez à l'université Bilgi la communication. Alors qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui aux jeunes générations turques? Depuis à peu près 20 ans, j'ai toujours les élèves de 27 ans, ça ne change pas, sauf la communication change. Tout ce que je raconte aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je racontais en 92, 93 par exemple, où on n'avait pas ni le téléphone mobile, ni l'Internet. La Turquie est le 5e en Facebook, 6e en Twitter. Est-ce que les jeunes Turcs aujourd'hui, ils ont le sentiment que l'Union européenne va leur proposer un avenir meilleur? De moins en moins. Tout le monde avait des espoirs énormes sur l'Union européenne. Mais depuis quelques années, les jeunes, mais tous les Turcs, se sont un peu rejetés à cause de l'attitude de M. Sarkozy surtout et de la France. Les Turcs pensent toujours que si on ne nous veut pas, on essaye de trouver le bonheur ailleurs. Levent, merci à vous d'avoir été notre guide impertinent à travers cet Istanbul que vous aimez et dont vous nous avez donné le virus finalement. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve bien sûr le mois prochain pour un nouvel Europe District, cette fois-ci en Bosnie-Herzégovine. À très bientôt à tous.